La semaine dernière, une fusée Delta 4 Heavy de ULA au United Launch Alliance a lancé un satellite NRO depuis le Space Launch Complex 37 à Cap Canaveral Space Force Station en Floride, puis ça faisait énormément de bien de la revoir. Ici sur cette chaîne, il y en a des sujets, on parle du présent, du passé, on va parler de Buran cette semaine, et du futur, ben oui. Et mes amis, ben c'est le temps des vacances, ben oui, l'équipe de l'Actualité Spatiale Show prend congé. Comment ça, l'équipe, le SMART? Ah, l'équipe, ben oui, l'équipe, c'est vous et moi, on n'est pas une grosse équipe, mais c'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Ben bref, le mois de juillet, je vais probablement sortir des explorations spatiales, vous me connaissez, mais pour ce qui est de l'Actualité Spatiale Show, eh bien, on va se revoir en août. Alors, bienvenue dans votre Actualité Spatiale à temps de l'été. L'avant-dernière fusée Delta 4 Heavy de United Launch Alliance, on va ranger la Falcon 9 parce que c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Mais elle a pris son envol jeudi pour la mission NROL 68, transportant une charge utile secrète pour le National Reconnaissance Office. Pourquoi tu en parles si c'est secret, le SMART? Veuillez appuyer sur le bouton d'autodestruction, merci. Après environ 4 minutes de vol, les propulseurs extérieurs du Delta 4 Heavy à 3 quarts se sont séparés. Puis le deuxième étage s'est séparé environ 2 minutes plus tard. Et à la demande du client, eh oui, ULA a mis fin à la diffusion web près de 7 minutes après le début du vol, après le largage du carénage avant. C'est un peu différent de SpaceX, mais quand ils ont des missions top secret, c'est un peu le même scénario. NROL 68, c'était le 15e puis avant-dernier lancement du Delta 4 Heavy avant son retrait prévu. Oui, cette mission était le premier lancement du LA en 2023. On parle beaucoup de Falcon 9, Falcon Heavy, tout ça, mais connaissez-vous cette magnifique fusée Delta 4 Heavy? Ben, l'une des fusées les plus puissantes actuellement en service, la Delta 4 Heavy, a déjà lancé beaucoup de charges utiles, notamment des satellites NROL, puis la fameuse Parker Solar Probe. Ça, c'est une mission d'étude du Soleil. Et les 14 lancements précédents de Delta 4 Heavy ont été couronnés de succès. Et les clients peuvent choisir entre différentes tailles de carénage de charges utiles en fonction de leurs besoins. Et en tant que lanceur lourd, le Delta 4 Heavy est capable de placer jusqu'à 28 000 kg sur une orbite terrestre basse à 90 degrés. Ouais, mais la Falcon Heavy, c'est 63 800 kg. Eh oui. Mais quand même, elle peut mettre 14 000 kg sur une orbite de transfert géostationnaire ou GTO à 27 degrés. T'es un peu Falcon Heavy de SpaceX, ça place 26 700 kg. Ah oui, on le sait, elle est pas battable. Qu'est-ce que vous voulez? ULA a 2 tailles de carénage pour s'adapter à différentes charges utiles. Les 2 carénages mesurent 5 mètres de diamètre, l'un mesure 14 mètres de haut, tandis que l'autre, c'est 19,1 mètres de haut. Et le carénage de 5 mètres est en composite de carbone qui comporte 2 parties appelées carénage bisecteur. Depuis, il existe un carénage en aluminium assemblé à partir de 3 pièces appelé carénage trisecteur. Et le premier étage du Delta 4 Heavy comprend 3 boosters presque identiques attachés ensemble. Chaque booster a un moteur RS-68A également fabriqué par Aerojet Rocketdyne. Le premier étage est tristement connu pour l'allumage juste avant le lancement pour brûler de l'hydrogène supplémentaire. Mais en gros, il le fait parce qu'il doit se débarrasser de tout l'oxygène afin qu'il n'explose pas involontairement lors du décollage. Et pour initier la combustion, de l'hydrogène est injecté en surplus dans la chambre à combustion et s'échappe par les tuyères. Et étant plus léger que l'air ambiant, l'hydrogène forme un nuage une fois sorti des tuyères et entame une ascension verticale le long des parois de la fusée. Assez impressionnant. Lorsque la combustion est enclenchée, l'hydrogène prend feu puis la flamme se propage tout le long du nuage d'hydrogène le long de la fusée. Et celle-ci est alors recouverte partiellement de flammes pendant quelques secondes. Et pendant le vol, le propulseur central brûle à un réglage des gaz légèrement plus lent que les 2 propulseurs latéraux. Et ça, c'est parce que le Delta 4 Heavy a besoin des 3 boosters pour accélérer, aller chercher assez de vitesse pour traverser les épaisses couches atmosphériques. Mais cependant, après ça, ils sont épuisés et largués pour pas avoir un poids supplémentaire. Et comme le deuxième étage optimisé pour le vide est très efficace, mais vraiment pas très puissant, le Delta 4 Heavy brûle son propulseur central plus longtemps que les autres fusées, de sorte que le deuxième étage peut mettre sa charge utile en orbite. Et le deuxième étage cryogénique est alimenté par un seul moteur ARL-10B2 qui est optimisé pour le vide. Et pour son carburant, il utilise de l'hydrogène liquide et de l'oxygène liquide. Et le LH2 ou
où l'hydrogène liquide, étant au-dessus, il est structurellement séparé du réservoir LOX ou d'oxygène liquide. Puis il a pour mission de supporter la charge utile puis le carénage de charge utile. Et le réservoir LOX est suspendu en dessous puis est responsable du support structurel du moteur. Et le ARL-10B2 a été construit à l'origine par Aerojet Rocketdyne puis a volé pour la première fois en 1998. Et pour réduire les coûts et le poids, le système de cardan utilise des actionneurs électromagnétiques par rapport à l'hydraulique normale. Puis on prend en parler à SpaceX parce que ça augmente énormément la fiabilité. ULA est sous contrat pour lancer un autre satellite NRO sur le Delta IV Heavy en 2024 depuis Cap Canaveral. Et par la suite, ULA planifie retirer cette magnifique fusée pour la remplacer pour le Vulcan Centaur qu'on connaît bien. On en a beaucoup parlé parce qu'on a hâte de voir ce véhicule à son deuxième lancement. Et pendant que les lancements sont de plus en plus présents en Floride, la FAA a décidé de réduire son espace aérien pour aider l'aviation. La Federal Aviation Administration a commencé à réduire la quantité d'espace aérien qu'elle ferme pour les lancements de Cap Canaveral pour limiter l'impact de l'activité croissante de lancement sur l'aviation commerciale. La FAA a récemment introduit une zone révisée d'espace aérien restreint autour et s'étendant au large pour de nombreux lancements depuis la station de la Force spatiale de Cap Canaveral puis le Centre spatial Kennedy. La zone révisée maintient l'espace aérien ouvert au nord des spatioports qui étaient auparavant fermés pour tous les lancements, oui, mais en réalité c'est pour maintenir ouverte une route d'arrivée clé pour les vols commerciaux du nord-est des États-Unis vers les aéroports internationaux d'Orlando et de Tampa Bay. Pour un lancement typique, c'était une quarantaine de vols qui étaient déviés, accumulant environ 300 minutes de retard. C'est beaucoup. Et la restriction révisée de l'espace aérien sera utilisée pour les lancements sur des trajectoires est ou sud sur la base d'analyse de risque effectuée pour chaque lancement. Et les lancements qui suivent des trajectoires plus au nord, comme les missions vers la Station spatiale internationale, continueront d'utiliser la zone plus large. Mais c'est parce qu'en Floride, il y a beaucoup de conflits qui existent entre le spatial et l'aviation. Oui. Et la FAA disait justement dernièrement « Pouvez-vous essayer de faire vos lancements la nuit en dehors des périodes achalandées comme les vacances ou les autres événements spéciaux qui entraînent une augmentation du trafic aérien? » Il a noté que 92% des lancements qui affectent le système d'espace aérien national proviennent de la Floride. Et le meilleur moyen actuel restera quand même le Space Data Integrator ou SDI. Ça, c'est un outil pour automatiser la distribution des données des lancements puis les rentrer au contrôleur de la circulation aérienne. Mais en gros, ça permet une gestion plus dynamique de l'espace aérien en réduisant la taille et la durée des fermetures. Mais l'intégration complète des données dans le système de gestion, ça sera pas avant 2028. Oui, 2028, contrainte budgétaire. Une analyse très fine. Vous connaissez ici, hein? Oui, ça prend de l'argent pour aller plus vite. Quand on est fonctionnaire, c'est comme ça. La navette spatiale était une première, elle ne ressemblait à rien, puis c'était la première fois qu'un vaisseau spatial réutilisable était conçu. Mais cette idée existait depuis très longtemps puis a précédé celle d'une fusée transportant des humains en orbite terrestre. Mais aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler de Buran, cette navette russe méconnue. En 1988, le monde a appris que l'Union soviétique avait aussi une navette spatiale. Ils l'avaient secrètement développée pour bien plus que d'une décennie, puis ça l'avait coûté des milliards de dollars. Mais cette navette spatiale soviétique a été lancée une seule fois. Mais ce n'est pas parce que c'était imparfait, mais en fait son premier lancement était un énorme succès. Et à bien des égards, il était en fait plus capable et robuste que la navette spatiale américaine. Mais après son premier lancement, le projet semble avoir disparu. Mais pour comprendre pourquoi, il va falloir faire un retour dans le temps à la fin des années 1960. À cette époque, les Soviétiques auraient appris que les Américains prévoyaient de remplacer leur fusée conventionnelle avec un vaisseau spatial réutilisable. Mais au début, les Soviétiques avaient aucun intérêt. Les engins spatiaux et avions spatiaux réutilisables, n'importe quoi. Et les Soviétiques étaient également très occupés avec d'autres projets spatiaux. Ils étaient encore dans la course pour mettre un homme sur la Lune, puis il y avait un plan ambitieux pour une station spatiale, même une base sur la Lune, imaginez. Mais en 1975, les Soviétiques sont devenus paranoïaques, oui.
Ben, il pensait que la navette spatiale américaine pourrait également être utilisée comme arme spatiale. Et c'est à ce moment que les instituts de recherche soviétiques ont étudié le programme de navette, puis ce qu'ils ont trouvé, ben, c'était que les objectifs déclarés publiquement de ce programme ne correspondaient absolument pas à ce que les Américains étaient en train de construire. La navette devait permettre aux Américains d'atteindre l'espace à moindre coût. Ben, d'une part, la navette a promis de faire des voyages aller-retour dans l'espace pour moins cher, puis les Soviétiques étaient persuadés du contraire. Puis le programme de navette promettait 60 lancements par année, ce qui donnerait aux Américains la capacité d'obtenir beaucoup de matériel en orbite. Et quand on dit beaucoup, ben, c'est quand même 10 fois plus. Wow. Aucun document confirmait que la NASA effectuerait autant de lancements. Bref, les Soviétiques étaient persuadés que c'était un programme militaire. La navette pourrait être utilisée pour lancer une arme laser en orbite. Et avec une navette, les Américains pourraient militariser l'espace beaucoup plus rapidement que les Soviétiques. Et la navette pourrait même être utilisée pour capturer un satellite d'espion soviétique puis le ramener sur Terre pour étude. Imaginez. Et juste pour ajouter du stress, ben, les Soviétiques ont découvert que les Américains construisaient tranquillement un deuxième site de lancement pour la navette à Vandenberg Air Base Force en Californie. À imaginer, après le lancement à partir de Vandenberg, là, dès la première orbite, ben, il est sur tous les grands centres de population de l'Union soviétique. Donc la navette pourrait, en théorie, livrer une première frappe nucléaire plus rapidement que les Soviétiques. À imaginer l'armée soviétique qui ont travaillé d'arrache-pied pour convaincre l'Union soviétique de commencer à développer sa propre navette. Ben, il fallut 4 ans après le début du programme de navette américaine pour que les Russes reçoivent enfin le feu vert. La navette spatiale de l'Union soviétique sera appelée Buran. Oui, et son développement a été gardé étroitement secret pendant des années. Quand les Américains ont lancé leur première navette Columbia le 12 avril 1981, ben, c'était la date du 20e anniversaire du premier homme dans l'espace, le soviétique. Et les médias soviétiques étaient révoltés. Les Américains font ça pour mettre un engin militaire dans l'espace. Ici, nous sommes tout le contraire. Notre programme spatial travaille pour l'amélioration de la science et de l'humanité. Ouais. Très peu de citoyens soviétiques auraient été conscients à l'époque que leur propre gouvernement développait secrètement une navette similaire. Et la fameuse Buran russe ressemblait beaucoup à la navette américaine, puis ça n'a rien à voir avec les lois aérodynamiques ou thermodynamiques. Ouais, mais le but avait été de construire quelque chose qui pourrait correspondre au potentiel militaire de la navette spatiale. Et la navette américaine n'était pas une construction militaire secrète, il n'y avait rien classifié. Copier-coller, ouais, était meilleur, mais n'oubliez pas que c'est facile de rendre meilleur quelque chose qui a déjà été conçu. T'as beaucoup plus de temps, on devrait en parler aux Chinois. Bref, c'était une meilleure navette spatiale. Ben oui, je vous explique. Tout d'abord, il y a une grande différence dans la façon dont la navette spatiale et Buran entraient dans l'espace. La navette spatiale, ou plutôt l'orbiteur, le vaisseau, parce que la navette spatiale, c'est tout, c'est son ensemble, mais quand on parle d'orbiteur, ben, c'est le vaisseau. Là. Bref, elle utilisait les moteurs du corps principal réutilisables qui sont alimentés par un réservoir externe, le orange. Et depuis, les moteurs principaux n'étaient pas assez puissants pour mettre la navette en orbite. Il y avait également besoin de 2 boosters. Mais la Buran, elle, n'avait pas de moteur intégré. Toute sa puissance était fournie par une fusée super lourde appelée Energia. Il consistait en un étage principal et 4 boosters. Mais contrairement à la navette spatiale, qui c'était un seul système, l'orbiteur Buran était en fait 2 systèmes complètement séparés. Et tandis que la navette spatiale avec ses moteurs intégrés était plus réutilisable, dans la pratique, il fallait une maintenance intensive entre les lancements. Mais une fois dans l'espace, les moteurs intégrés de la navette n'étaient plus requis. Donc on peut dire que la navette était obligée de transporter tout ce poids pour rien. Et puis ça signifiait que la Buran pourrait porter légèrement plus de charge utile que la navette spatiale. Mais plus important encore, le système soviétique avait un énorme avantage. La flexibilité, ouais. Oui, la fusée Energia pouvait lancer par elle-même sans la Buran. Et ça signifiait qu'elle pourrait transporter d'autres choses dans l'espace. Puis sans Buran, la fusée Energia pourrait lancer 100 tonnes. Et 100 tonnes, c'était le poids de 3 navettes spatiales, rien que ça. Les boosters de la navette spatiale utilisaient des propulseurs de roquettes solides et le Energia, lui, était alimenté par un liquide. Puis le problème avec des boosters solides, vous le connaissez, hein, oui, une fois que les boosters sont allumés là, sur la navette spatiale, c'est terminé, ils vont brûler jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien. Le Energia, lui, à carburant liquide, pouvait être arrêté en cas d'urgence. Puis en cas d'urgence, le Buran avait des sièges éjectables pour tout l'équipage, ce qui pouvait fonctionner sur la rampe de lancement ou sur le premier parcours de vol jusqu'à environ 30 km. Et du côté des navettes
américaine, il y avait des sièges éjectables pour seulement que les 2 premières navettes pour 2 membres d'équipage seulement. Et les navettes ultérieures n'avaient pas de siège éjectable. Et dès le début, le Buran était aussi capable de vol entièrement automatisé, ce qui signifie qu'il pourrait être lancé, mis en orbite, puis revenir sur Terre sans équipage à bord. Le vol automatisé aurait pu être utilisé pour des missions de secours, puis un Buran vide pourrait être envoyé pour secourir l'équipage d'une station spatiale ou un autre orbiteur échoué. Et le premier lancement de Buran a eu lieu en novembre 1988. Les médias occidentaux ont été vraiment impressionnés, surtout par son système d'atterrissage entièrement automatique. Et les médias ont spéculé que le Buran serait utilisé pour construire des stations spatiales ou peut-être même assembler un vaisseau spatial pour une mission habitée vers Mars. Et bien sûr, rien de tout ça s'est passé. Le Buran a été lancé qu'une seule fois. Puis à la fin des années 1980, l'Union soviétique a commencé à s'effondrer, puis le financement de Buran était limité, puis finalement coupé entièrement. Et les ingénieurs soviétiques avaient fait un énorme travail, mais tout le programme commençait à dépasser les budgets. Et comme la navette spatiale américaine, le Buran aurait été coûteux et malheureusement inefficace. Et contrairement aux Américains, les Russes avaient encore d'autres façons d'entrer dans l'espace. Il y avait la fameuse fusée Soyouz qui pouvait lancer une charge utile en orbite 6 fois moins cher qu'un Buran. C'est certain que l'effondrement de l'Union soviétique, ça n'a pas aidé Buran, mais c'était impossible de poursuivre un programme aussi dispendieux dans l'unique but d'avoir un potentiel militaire capable de contrer la navette spatiale américaine qui était vraiment pas une menace. 4, 3, 2, 1, and liftoff of Space Shuttle Atlantis, the final visit to enhance the vision of Hubble into the deepest grandeur of our universe. Bypass across the board, Scooter, no action. Houston now controlling Atlantis on its way. Cette semaine, voici ce qui a retenu mon attention dans le spatial et beaucoup plus. Bon, tu vas nous mettre un animal. N'importe quoi, bébé, n'importe quoi. Et cette semaine, c'était le solstice d'été. Mais qu'est-ce que le solstice? Le solstice d'été correspond au moment de l'année où le soleil monte au plus haut dans le ciel et éclaire pendant une durée maximale l'un des 2 hémisphères. C'est donc le jour le plus long de l'année. Et dans l'hémisphère nord, il se produit le 21 ou le 22 juin. Puis dans l'hémisphère sud, c'est le 21 ou le 22 décembre. Et oui, à partir de maintenant, les journées vont commencer à raccourcir, malheureusement. Et saviez-vous que le long de la côte atlantique, puis autour de la Méditerranée, on retrouve de nombreux monuments de pierre qui étaient des ancêtres de nos calendriers, indiquant la position du soleil lors de différentes saisons, leur permettant d'optimiser l'agriculture. Et le plus ancien alignement astronomique de pierre, c'est pas en Europe ni au Canada, mais en Afrique. À Nabta Playa, en Égypte, oui, un observatoire astronomique a été construit il y a plus de 7000 ans. Si on observe le soleil, on voit bien qu'il est plus haut au solstice d'été, comme cette semaine, qu'au solstice d'hiver. Et il fait aussi plus chaud. Voici la position du soleil dans l'hémisphère nord le jour du solstice d'été en haut, du solstice d'hiver en bas, puis le jour de l'équinoxe entre les deux. Comme le démontre cette image, la position du lever du soleil change un peu tous les jours. Les saisons sur Terre sont dues à l'inclinaison de 23,5 degrés de notre planète sur son orbite. Et en été, dans l'hémisphère nord, on reçoit plus de lumière du soleil que dans l'hémisphère sud. C'est parce que la Terre est plus proche du soleil, le SMAP? Non, au contraire, non, parce que la Terre est plus près du soleil en janvier qu'en juillet, donc aucun lien. Donc en réalité, c'est qu'on reçoit plus de lumière. Bref, bon été! Et à La Réunion, c'est comment? Oui, il y a des fidèles abonnés, oui, qui viennent de La Réunion. Donc je vous salue du Québec et Kachunka, je l'aime bien ton petit oiseau jaune. Oui, je vais me l'acheter. Question de temps. Avez-vous vu cet avion traverser un pont? Auriez-vous confiance pour passer en dessous?
Et aux passionnés d'aviation, oui, saviez-vous que General Electric a ramené le moteur propre-fan d'entre les morts? Oui, General Electric a annoncé son intention de travailler avec CFM Rise. C'est une jointe aventure à 50-50 avec Safran Aircraft Engines. Ça, c'est pour développer et construire un moteur propre-fan super efficace qui promet d'économiser 20% de carburant par rapport au turboréacteur conventionnel. Et aussi connu sous le nom de ventilateur non caréné ou de moteur à rotor ouvert, il ne s'agit pas d'une nouvelle technologie, mais l'anxiété entourant les prix du carburant puis la recherche du net zéro ont ressuscité le concept. Et conçu pour la première fois dans les années 1970, le design propre-fan a fait des progrès scientifiques dans les années 1980 avant d'être mis en veilleuse. Oui, il a également l'air un peu étrange avec des nacelles lisses, des prises d'air à l'avant et deux ensembles de pales de ventilateurs sortant à l'air libre à l'arrière. Mais cependant, l'efficacité énergétique qu'ils promettent, c'est pas à négliger, vraiment pas. Inspiration Force, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, mais selon Haley Arsenault, oui, qui faisait partie de l'équipage, un des plus grands honneurs de sa vie a été de participer à la première mission spatiale orbite entièrement civile, Inspiration 4. Oui, il y a quelques années à peine, elle n'aurait jamais pu imaginer qu'elle irait un jour dans l'espace, puis encore moins qu'elle finirait dans le livre des records Guinness. Et nous le savions déjà, c'était prévisible, mais Philippe Baptiste, ça c'est le DJ de CNES, vient d'annoncer à Emmanuel Macron au Salon de Bourget que le décollage d'Ariane 6 sera en 2024 finalement. Mais de toute façon, on s'en doutait, puis c'est une bonne chose de prendre son temps, oui. Ouais, tu diras ça à SpaceX, le SMAT. Pas la même vision. Oui, il y en a pas un de meilleur que l'autre. Il y en a un qui est plus long que l'autre, mais c'est pas la même vision. En 1976, Carl Sagan est apparu dans The Tonight Show pour parler d'une nouvelle idée folle. Oui, la fameuse voile solaire. Et 47 ans plus tard, The Planetary Society réalise ce rêve avec un vaisseau spatial appelé LightSail 2. Des visionnaires, il y en a eu, mes amis. En 2003, Adam Newman a créé 7 images illustrant le volume des océans et de l'atmosphère du monde. Si l'air était à la densité du niveau de la mer. Et ça a permis de les mettre en sphère assise à côté de la Terre au lieu de s'étaler sur sa surface. Et c'est pas gros, il faut en prendre soin, notre point bleu pâle, oui. Et quand Apollo 14 est allé sur la Lune, l'astronaute Stuart Roosa a emporté avec lui des graines d'arbres et puis les a ramenées sur Terre. Puis aujourd'hui, ces Moon Trees sont partout dans le pays. Roosa était le pilote du module de commande, ce qui signifie qu'il restait en orbite lunaire pendant que le commandant Alan Shepard puis le pilote de module lunaire Edgar Mitchell, qui était particulier, visitaient, la surface de notre satellite. Mais les graines représentaient un projet commun entre le Service des forêts des États-Unis et la NASA. C'est qu'avant de devenir astronaute, Roosa participait à l'extinction des feux de forêt pour le Service des forêts des États-Unis. Et le fait de transporter les graines dans l'espace a contribué à sensibiliser l'agence fédérale tout en donnant aux scientifiques de la NASA l'occasion d'étudier des plantes en microgravité. Et au retour sur Terre, les semences ont été mises en quarantaine avec l'équipage. Ça, c'était un protocole standard à l'époque. La quarantaine avait pour but d'empêcher la propagation sur Terre de microbes lunaires potentiellement dangereux, puis on en a parlé la semaine dernière, justement. Puis une fois de retour de l'orbite lunaire, les graines ont été germées par le service forestier et plantées principalement aux États-Unis avec un petit nombre en dehors des États-Unis. Et la majorité de ces arbres lunaires d'Apollo 14 continuent de survivre. Et au cours des 50 dernières années et plus, bon nombre de ces arbres ont continué à pousser et à rester en bonne santé, mais certains sont morts, ont été enlevés ou sont restés sur une propriété privée. Et à bord d'Artemis 1 de l'année dernière, il y avait des graines, 2000, qui ont parcouru, roulement de tambour, environ 434 000 km de la Terre. Ça, c'est plus de 64 000 km au-delà de la face cachée de la Lune où aucune graine ou humain n'est allé auparavant. Et en clin d'œil à Apollo 14 de 1971 puis à l'actuelle mission Artemis 1, il y a une quête collaborative qui a été conçue. Vous pouvez rechercher et prendre des observations de la hauteur des arbres puis des arbres réels et accessibles qui sont pas sur des propriétés publiques avec des coordonnées géographiques connues, des arbres lunaires d'Apollo 14. Et il y a une application pour ça, je l'ai mis dans la description. Et lorsque l'application est ouverte, il y a une notification qui va alerter l'observateur lorsqu'il se trouve à proximité d'un arbre lunaire d'Apollo 14. Rien que ça, puis il le dirige vers l'emplacement de l'arbre. C'est quasiment comme les Pokémon, vous vous souvenez? Apollo 14, wow, trouver un arbre lunaire sur Terre, c'est pas rien. Bon été! Et ça
ça complète votre actualité spatiale chaude de la semaine. Hey, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci à tous d'être toujours plus présents à suivre la chaîne du futur. Et pour ceux qui se demandent comment je fais pour faire des vidéos à chaque semaine, puis travailler en plus, ben c'est certain qu'il y a des dimanches que je finalise mes tournages quelques heures avant la sortie de la vidéo, mais d'autres, comme aujourd'hui, où je suis déjà très loin au moment de la sortie. Oui, comme ce matin, par exemple, je suis à Salouit, puis je devrais faire environ 8 villages aujourd'hui avec une équipe extraordinaire. D'ailleurs, je salue les pilotes qui travaillent avec moi. Marc-André, c'est toujours un plaisir. Et comme disait Confucius cette semaine, oui, confronté à la roche, le ruisseau l'emporte toujours, non pas par la force, mais par la persévérance. La persévérance, n'est-ce pas l'ingrédient secret de la réussite? À aimer la vie puis soyez Blue Dot parce que le futur... Ouais, ça commence maintenant. Adios, amigos!